En 2006, Microsoft a lancé le Zune, que certains médias ont surnommé le tueur d'iPod. Depuis la sortie de l'iPod en 2000, un Apple n'avait pas eu de réelle concurrence. Et Microsoft voulait changer cela. Il disposait de milliards et de ressources illimitées pour créer un produit meilleur que l'iPod. À première vue, le Zune paraissait supérieur. Avec des fonctionnalités uniques comme un écran de 3 pouces, la radiofréquence modulée, le Wi-Fi et la couleur marron. Mais en y regardant de près, ses défauts apparaissaient. Voyons pourquoi le Zune a échoué. Il y avait tellement de choses à ne pas aimer avec le Zune que ce produit était finalement devenu une blague récurrente dans la culture populaire. Hé Bill, tu pourrais m'aider à programmer mon Zune? Ah, attends, j'ai un iPod comme le reste du monde. Espèce de... Mais comme je l'ai dit, il avait quelques fonctions intéressantes, comme son écran de 3 pouces, plutôt grand pour les lecteurs MPEG 3 de l'époque, et une interface avec des touches étonnamment modernes. Par exemple, définir un fond d'écran personnalisé, impossible sur l'iPod. Ou les grandes lettres qui s'affichaient lors du défilement rapide des listes, fonctionnalité reprise ensuite par Apple sur l'iPod. L'indicateur de volume sur le côté de l'écran a récemment été ajouté à l'iPhone. Quand une chanson était lancée, le Zune affichait la pochette en plein écran, l'iPod une petite image. Il y avait aussi des fonctionnalités matérielles assez cool, comme écouter la radio fréquence modulée si vous vouliez faire une pause dans votre bibliothèque musicale, ou le Wi-Fi qui était rare sur les appareils mobiles en 2006. Et même si la couleur marron était controversée, au moins elle était proposée dans plus de couleurs que simplement noir et blanc, contrairement à l'iPod. Mais ne vous emballez pas trop pour le Zune, car il y avait de sérieux inconvénients. Comme par exemple le Wi-Fi, qui ne vous donnait en réalité pas accès à Internet. Il servait juste à partager sans fil des chansons et photos. Lorsque vous ne pouviez pas partager ces fichiers par email ou avec d'autres appareils Wi-Fi, cela ne marchait qu'avec d'autres Zune. Le produit était si rare qu'il était presque impossible de trouver un autre utilisateur de Zune. Même en réussissant, il restait d'autres limitations. Une chanson ou vidéo partagée ne pouvait être lue que 3 fois, et le partage d'une chanson prenait environ 15 secondes. Cela signifiait que partager seulement 4 chansons prenait 1 minute, ce que Steve Jobs trouvait beaucoup trop lent. Il a dit « Tu devrais mettre un de tes écouteurs dans leur oreille ». Vous êtes ensuite relié par environ 60 cm de câble d'écouteurs. Mais le plus surprenant, c'est que Microsoft a nommé la fonction de partage de fichiers « squirting » et a vraiment tenté d'en faire un succès. Ensuite, le président-directeur général Steve Ballmer a dit « Je veux te squirter une photo de mes enfants. Tu veux me squirter en retour une vidéo de tes vacances. C'est ça une expérience logicielle. » L'expérience Zune débutait vraiment au déballage de l'appareil. Il accueillait les utilisateurs par « bienvenue dans le social », laissant certains douter d'avoir acheté un lecteur MPEG 3 ou rejoint un réseau social. Et c'est parce que Microsoft avait prévu de créer un véritable réseau social centré sur la musique. Il s'appellerait Zune Social et s'inspirait beaucoup du site web Last.fm. Les utilisateurs pouvaient partager la musique écoutée avec leurs amis, consulter leurs morceaux récents et artistes favoris, gagner des badges selon leurs écoutes et obtenir un score de réputation sur le site social Zune. L'idée était astucieuse. Microsoft pouvait combiner un lecteur de musique et une plateforme sociale musicale comme avec la Xbox et Xbox Live. Le problème, c'est que ce site social Zune n'était pas prêt lors du lancement du premier lecteur Zune, donc les utilisateurs étaient de moins accueillis par la dimension sociale que par la déception, voire même la frustration. Ryan Block d'Engadget a même écrit un article intitulé « Installer le Zune, c'était nul », dans lequel il a décrit sa terrible expérience. Block a dit « Nous espérions que l'installation du logiciel Zune et l'utilisation du lecteur seraient aussi simples qu'iTunes et un iPod. Puisque, après tout, c'est à cela qu'il est comparé. Malheureusement, notre expérience avec la première version du logiciel Zune cet après-midi ressemble à celle de nombreux logiciels en version 1. C'est nul. » Block a ensuite partagé les 18 menus qu'il a dû explorer pour configurer son Zune, avec quelques images intéressantes. Comme celui-ci de partager la musique. Au lieu de promouvoir le partage de chansons sans fil, il montrait 2 personnes partageant une paire d'écouteurs, exactement comme Steve Jobs affirmait que les utilisateurs préféraient. Une autre image disait « Libérez le disc jockey qui est en vous », avec ce qui semblait être un gars en train de rapper ou de chanter dans un micro, ce qui n'est pas ce que font les disc jockeys. Le Zune ne proposait aucune fonction disc jockey, comme le remix ou l'enregistrement de chansons.
Mais ces images trompeuses n'étaient qu'un début. Blog a ensuite connecté le Zune à son PC, qui lui a indiqué qu'il avait été configuré sur un autre ordinateur. Il a déclaré « Nous n'avons jamais utilisé ce Zune, c'est une unité de test. Peut-être a-t-elle été testée avant l'envoi. » Il a effacé tout pour le synchroniser avec son PC. Et c'est là que le logiciel a planté. Il a recommencé le processus d'installation et est arrivé jusqu'au menu des paramètres de la bibliothèque, puis au menu de diffusion vers la Xbox 360, au menu de création de votre bibliothèque, au menu de création de votre Zoom Tag, au menu « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir créer votre Zoom Tag ?», puis il est enfin entré dans l'application elle-même, qui a immédiatement planté à nouveau après qu'il ait cliqué sur le bouton des options. Il a dû tout recommencer, cette fois en ajoutant un zoom tag par précaution, puis entrer ses identifiants live, nom d'utilisateur, mot de passe, des infos supplémentaires avec numéro de téléphone, passer par une fenêtre de félicitations, une d'ajout de points Microsoft, car la musique ne s'achète pas en argent réel, puis finaliser l'achat, et là, le logiciel a planté une troisième fois. Alors, Block a rouvert l'application, est allé sur la page principale du marché où il a essayé de cliquer à nouveau sur le bouton des options et le logiciel a planté une quatrième fois. C'était l'exemple typique de Microsoft dans les années 2000. La société de logiciels la plus riche du monde crée des logiciels fiables. Ceci reflète l'expérience d'une seule personne, mais certains testeurs ont trouvé l'installation simple et rapide, environ 20 minutes. Contrairement à l'iPod, parfaitement intégré à iTunes et au compte utilisateur, le Zune était à la traîne. Une fois dans le Zune Marketplace, les utilisateurs rencontraient encore des difficultés. Vous vous souvenez des Microsoft Points que j'ai évoqués? C'était la monnaie pour acheter de la musique. Une chanson coûtait 79 points, soit environ 99 centimes. Mais vous ne pouviez pas juste payer 99 centimes pour obtenir 79 points et acheter une chanson. Les points n'étaient invendus qu'en lot. 400 points coûtaient 5 $, 800 points coûtaient 10 $, et le plus gros lot était de 8000 points pour 100 $. Et si vous faites le calcul, acheter en gros ne vous faisait pas économiser d'argent. Cela signifiait qu'une chanson à 79 points coûtait toujours 98,75 $, soit un quart de centime de moins que sur iTunes. Mais comme l'achat de points se faisait par lot, il vous en restait toujours. Acheter 5 chansons pour 400 points vous laissez avec 5 points, insuffisant pour acheter quoi que ce soit. Beaucoup d'utilisateurs trouvaient ce système agaçant, mais Microsoft l'a défendu en disant, je cite, que le système était destiné à réduire le nombre de frais de transaction par carte bancaire que Microsoft aurait à gérer pour ses utilisateurs. Et au moins, ils étaient honnêtes parce que le système de points existait uniquement pour le bénéfice de Microsoft. Faire un achat de 400 points signifiait un seul frais de carte bancaire pour Microsoft, au lieu de 5 achats de chansons séparées qui auraient entraîné 5 frais distincts. Cela incitait aussi les utilisateurs à plus dépenser. Si vous ne vouliez qu'une seule chanson, vous deviez acheter 400 points pour l'obtenir, ce qui vous obligeait à payer 5 $ au lieu de 99 cents. Pour compliquer davantage, le marché Zune offrait aussi un abonnement sans utiliser leur système de points. À la place, pour 15 $ par mois, les utilisateurs pouvaient écouter en streaming et télécharger un nombre illimité de chansons depuis le marché et garder définitivement ces 10 chansons chaque mois. C'était une excellente affaire. Pour 10 chansons à 10 $, l'abonnement revenait à 5 $ par mois, bien moins que les 11 ou 12 $ qu'on paie aujourd'hui avec Apple Music ou Spotify. En 2006, le streaming musical était rare car les lecteurs MPEG 3 n'étaient pas connectés à Internet. Bien que le Zune ait eu le Wi-Fi, il servait seulement au partage de fichiers, pas au streaming musical. La plupart des utilisateurs achetaient et téléchargeaient des chansons à la place. Mais la configuration complexe du Zune Marketplace n'était rien face au marketing, avec des vidéos de chiens se grattant et d'animaux se mangeant entre eux. En préparant cette vidéo, j'ai découvert sur YouTube des pubs Zune si étranges que j'ai dû vérifier qu'elles étaient réelles, car elles montraient à peine des Zunes, comme celle avec un chien se grattant l'oreille. Ou celle-ci avec des chiens dans un parc.
ou celle-ci qui montre effectivement quelqu'un en train d'utiliser un Zune, mais c'est accéléré tellement vite qu'on ne peut même pas s'en rendre compte, et écoutez juste le choix de la chanson. Mais mon préféré, c'est cette publicité animée où un lion mange lentement les membres d'une gazelle. Gardez donc à l'esprit qu'alors qu'Apple sortait des publicités emblématiques pour l'iPod comme celle-ci, Microsoft essayait de vendre des Zune en montrant des chiens et un lion en train de dévorer sa proie. Donc, quand les clients de lecteurs MPEG 3 ne savaient même pas ce qu'était un Zune, c'était en grande partie à cause du mauvais marketing de Microsoft. En plus, l'absence totale de fonctionnalités sociales était extrêmement trompeuse. Après avoir vu des slogans comme « Bienvenue dans le social »,« Partagez la musique » ou « Libérez le disque jockey qui est en vous », de nombreux clients s'attendaient à une expérience centrée sur ces points. Mais il n'y avait pas de Zune social pendant la première année de l'appareil, le partage de musique était limité à d'autres utilisateurs de Zune qui étaient extrêmement rares et le DJing n'avait rien à voir avec le Zune. Microsoft n'a pas tenu ses promesses, décevant de nombreux clients, car l'iPod offrait de meilleures fonctionnalités principales que le Zune, ce que les utilisateurs ont vite constaté à l'usage. Par exemple, son écran de 3 pouces était flou car il avait la même résolution que l'iPod plus petit, ce qui grossissait les pixels et réduisait la netteté. Son châssis en plastique semblait moins haut de gamme que celui en métal de l'iPod, et son design global était 14% plus lourd, 29% plus épais et 34% plus volumineux. Devant le pavé circulaire du Zune, les utilisateurs pensaient ne pouvoir le faire tourner comme la molette de l'iPod. Impossible, ce n'était qu'un pavé directionnel à 4 directions. Bien qu'il offrait les mêmes 30 Go de stockage que l'iPod de 5e génération, il était préchargé avec des chansons, clips, courts-métrages et images occupant environ 1 Go, soit près de 250 chansons. Pour stocker plus de musique sur le Zune, les utilisateurs devaient supprimer le contenu préinstallé. Le Zune était un lecteur MPEG 3 correct, mais rarement jugé supérieur à l'iPod. À la fin de la journée, Microsoft visait une domination totale du marché comme pour les PC. Le Zune n'était pas la première tentative de Microsoft sur le marché des MP3, cela date de 2003. 2 ans après l'iPod, Microsoft lance une stratégie concurrente avec un système d'exploitation licencié à des fabricants tiers. Appelé Portable Media Center, il était utilisé par des fabricants de MPEG, 3 comme Creative, Philips, iRiver, Samsung et Toshiba. C'est pourquoi ces entreprises avaient des logos Windows sur leurs produits. Mais le logiciel n'était pas bien optimisé, il était lent, peu intuitif et plutôt moche. Cela a conduit la plupart des clients à choisir l'iPod plutôt que les appareils portables Media Center. En créant leur propre lecteur de musique, Microsoft a modernisé son logiciel MPEG 3 avec une interface améliorée et un usage plus fluide. Mais un problème subsistait, Microsoft voulait lancer le Zune pour les fêtes 2006. Donc, pour accélérer le processus de développement matériel, ils ont collaboré avec Toshiba et utilisé presque toutes les pièces internes de leur gigabit pour le Zune, y compris l'écran. Ainsi, le Zune rencontrait les mêmes problèmes que le Toshiba Gigabit. Par exemple, il ne prend en charge que 3 formats audio, alors que l'iPod en gérait 8. En fait, parmi tous les lecteurs MPEG, 3 populaires sur le marché, seul le Zune et le Gigabit avaient cette limitation. C'était étrange puisque Microsoft a créé le format Waveform Audio File Format, mais son lecteur de musique ne le prenait pas en charge. Plus étrange encore, Microsoft n'a jamais reconnu officiellement avoir utilisé des éléments du Gigabit. La découverte a été faite par Jason Chen de TechCrunch, anciennement CrunchGear, qui a écrit ceci. CrunchGear révèle, via une source, que le premier Zune est en fait un Toshiba Gigabit Original Equipment Manufacturer enrichi de fonctions spécifiques développées pour Microsoft. Microsoft a signé un contrat avec Toshiba pour produire cette première unité et sortir le lecteur à Noël 2006. Les critiques ont ressenti l'impact de cette décision. Selon le Washington Post, le nouveau lecteur Zune semble fait par 2 entreprises, bien qu'il soit à 100% Microsoft. Leurs impressions ont ensuite été confirmées par des documents déposés à la Federal Communications Commission, prouvant que Toshiba avait fabriqué le Zune.
Et 2 ans plus tard, un bug logiciel du Nouvel An qui a forcé tous les lecteurs Zune à entrer dans une boucle d'arrêt sans fin a également touché les lecteurs Toshiba Gigabit, prouvant que les deux appareils avaient non seulement les mêmes composants internes, mais partageaient aussi le même code logiciel, puisque le problème était causé par le fait que les appareils n'étaient pas programmés pour reconnaître l'année bissextile. À première vue, Microsoft semblait avoir un rival correct à l'iPod, avec un écran plus grand, le Wi-Fi et la couleur marron. Leur mauvaise gestion du matériel, du marketing et des services a déçu de nombreux clients. Lors de sa première année, Microsoft a vendu plus d'1 million de Zune, ce qui n'était pas une mauvaise performance. Mais comparé à l'iPod, qui s'est vendu à près de 10 millions d'exemplaires, ils avaient encore beaucoup de chemin à parcourir. Microsoft a commencé à développer la prochaine génération de lecteurs Zune prévue pour 2007. Microsoft a lancé 3 modèles de deuxième génération, le Zune 80 et les plus petits Zune 4 et 8. Le 80 a été redessiné pour être 12% plus fin et près de 20% plus léger, devenant plus proche de l'iPod 5G. Les 4 et 8, similaires à l'iPod Nano, avaient des écrans de 1,8 pouces dans un format plus compact. Les 3 modèles avaient un nouveau pavé tactile, rendant la navigation plus rapide. Les utilisateurs faisaient redéfiler rapidement une liste et utilisèrent les boutons intégrés pour des sélections précises. Les principales nouveautés étaient la synchronisation Wi-Fi pour connecter les Zune à un ordinateur sans fil, une nouvelle interface avec une police moderne et Zune Social permettant de voir la musique écoutée par ses amis, d'envoyer des liens et de commenter. Encore une fois, les utilisateurs découvraient sous des limitations en testant ces fonctionnalités. Par exemple, la synchronisation Wi-Fi ne nécessitait pas d'être branchée à votre ordinateur, mais elle exigeait d'être branchée à un câble d'alimentation. Donc, beaucoup d'utilisateurs le connectaient quand même à leur ordinateur puisque cela rendait les transferts plus rapides. De plus, les fonctions sociales de Zune n'étaient accessibles que sur ordinateur et la fonction sociale du menu de l'appareil se limitait au partage sans fil de chansons et vidéos. Et même si l'interface mise à jour avait fière allure, elle était gâchée par un écran basse résolution qui restait à 320 par 240 et c'était encore pire que sur le modèle précédent à cause de l'écran plus grand de 3,2 pouces, ce qui rendait les pixels plus gros et plus visibles. Malgré des améliorations, la gamme Zune de deuxième génération restait moins intéressante que l'iPod. Un critique de Wired a dit « Si vous n'utilisez pas l'écosystème iPod iTunes, c'est le meilleur concurrent vu à ce jour. » Mais en réalité, il est difficile d'imaginer que le Zune puisse convaincre les gens d'abandonner leur iPod s'ils en possèdent déjà un. L'expérience utilisateur n'atteint pas encore l'élégance d'Apple. Notez que ces lecteurs Zune de deuxième génération sont sortis en novembre 2007. Microsoft ne concurrençait pas seulement l'iPod, l'iPod Nano et l'iPod Shuffle, mais aussi le nouvel iPod Touch et l'iPhone. Ce qui rendait le Zune encore moins performant en 2007 par rapport à l'année précédente. Microsoft adoptait seulement le pavé tactile quand Apple utilisait déjà les écrans tactiles. L'écran du Zune mesurait 3,2 pouces, tandis que l'iPod Touch atteignait 3,5 pouces avec une résolution bien supérieure de 480 par 320. Le Wi-Fi et la navigation Internet de l'iPod Touch donnaient accès à des sites comme Last.fm ou SoundCloud, tandis que le Zune ne pouvait même pas accéder à son propre site social. Microsoft arrivait sur le marché des lecteurs MPEG 3 alors que les consommateurs préféraient déjà les smartphones comme l'iPhone. Les ventes d'iPod ont d'ailleurs culminé en 2008. Microsoft n'était pas réputé pour sa clairvoyance. Plutôt que de créer un smartphone Zune, ils ont poursuivi le développement de lecteurs MPEG 3. Fin 2008, Microsoft a lancé la 3e génération du Zune. Beaucoup pensaient qu'ils offriraient des fonctions proches de l'iPod Touch, comme écran tactile, navigateur web et boutique d'applications. Mais les nouveaux modèles de Zune n'avaient rien de tout cela. Au lieu de cela, Microsoft a misé encore plus sur les fonctionnalités du passé. En améliorant l'expérience de la radiofréquence modulée en permettant aux utilisateurs d'acheter des chansons directement depuis la radio ou en ajoutant une fonctionnalité sociale Zoom sur l'appareil qui permettait aux utilisateurs d'interagir entre eux et de partager de la musique via Internet. Ces fonctionnalités auraient été utiles sur la première génération, mais restaient mineures, alors que l'App Store permettait déjà aux utilisateurs iPod Touch et iPhone de tout faire. Les chiffres de vente l'ont prouvé. Au 4e trimestre 2008, les ventes de Zune ont chuté de 54% par rapport à 2007. Il était assez clair que Microsoft avait échoué à concurrencer l'iPod et l'histoire commençait à se répéter avec l'iPhone.
Interrogé sur un éventuel téléphone Zune pour concurrencer Apple, le président directeur général de Microsoft, Steve Ballmer, a répondu « Les clients ne devraient pas s'attendre à un téléphone Zune ». Microsoft pouvait intégrer les principales fonctions du Zune dans d'autres téléphones sous Windows. C'était une stratégie assez étrange. Cela venait surtout de la crainte que Microsoft, en créant son propre smartphone, se fasse concurrence à lui-même. Windows Mobile était déjà une plateforme populaire pour smartphones et assistants personnels. Le Zune est donc resté un lecteur MPEG 3 et fin 2009, la 4e génération a été lancée. Cette fois avec le Zune haute définition à écran tactile, conçu pour rivaliser avec l'iPod Touch. Bien qu'il n'offrait pas les mêmes fonctionnalités. Son écran était plus petit, à 3,3 pouces, la prise en charge des applications tierces était très limitée avec seulement quelques options, et son navigateur Internet fonctionnait mais était peu intuitif et difficile à utiliser sur une longue période. Même avec son prix bas de 220 $, la plupart des clients ont préféré l'iPod Touch à 300 $ à la place. Fin 2010, le marché des MPEG 3 a chuté de 20%, tandis que celui des smartphones a bondi de 70%. Il était évident que les clients préféraient avoir tout leur contenu sur un seul appareil, y compris la musique. Microsoft avait fait évoluer Windows Mobile en Windows Phone 7 doté d'une section Zune pour la musique et la vidéo. Le lecteur Zune devenait moins pertinent car les utilisateurs de téléphones de Windows n'avaient plus besoin d'un MPEG 3 dédié. L'année suivante, en 2011, Microsoft l'a annoncé. Nous ne produirons plus de lecteur Zune. Windows Phone devient désormais le cœur de notre stratégie musicale et vidéo mobile. Ainsi, même s'ils ont finalement commencé à investir des efforts dans les smartphones, Microsoft refusait toujours de fabriquer son propre matériel, préférant plutôt concéder sous licence leur système d'exploitation Windows Phone à des fabricants tiers. Ceci est l'une des nombreuses erreurs qu'ils ont faites sur le marché des smartphones. Vous pouvez découvrir l'histoire dans ma vidéo précédente sur Windows Phone. Quant à des services comme Zoom Social sur la place de marché Zune, Microsoft les a maintenus ouverts, mais ils étaient voués à disparaître. En 2012, Zune Social a été fermé et en 2015, la place de marché Zune a été fermée. Microsoft encourageait alors les utilisateurs à migrer vers leur nouveau service appelé Groove Music. Mais celui-ci a également été fermé seulement 2 ans plus tard, en 2017. Le Zune n'a jamais vraiment gagné en popularité, mais il a conservé des fans fidèles qui ont maintenu cet appareil abandonné en vie. Un site web géré par des fans propose un serveur pour réactiver les anciens Zune inutilisables. Il offre des ressources système, illustrations et fonds d'écran qui auraient pu disparaître. Ici Apple Explained. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.